Dans cette vidéo, tu vas voir un homme passionné, professionnel, sympathique, éthique, éloquent, avec un parcours inspirant. Pour la première fois sur En Forme, j'invite une personne à nous raconter sa vie. Pierre Moussette est aujourd'hui coach professionnel pour les entrepreneurs, mais il a aussi été DJ, flight manager, wedding planner. Il a porté tout un tas d'autres missions sur ses épaules. Dans cette vidéo d'1 heure, tu vas découvrir donc une personne inspirante, mais également ce qu'est le coaching. Sur ma chaîne YouTube, je te propose du développement personnel concret. Et si Pierre n'est aujourd'hui pas coach en développement personnel, sa formation, reconnue par l'État, est la même que celle des coachs de vie. Il y a donc toute une partie de l'échange qui sert à comprendre ce qu'est le coaching, comment il peut changer ton existence et comment c'est devenu une vocation pour Pierre. Ah oui, petite info. Comme c'est une première, les moyens techniques ont clairement foiré. Le son est pas ouf, l'image non plus, mais n'oublie pas que les meilleurs messages ne se situent pas toujours dans les paquets les mieux emballés. Et pour moi, écouter Pierre pourrait vraiment te faire prendre un autre regard sur le monde. Alors, installe-toi confortablement et viens écouter avec moi la vie passionnante de Pierre Moussette, coach professionnel. Et si moi tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 29 ans et je travaille depuis plusieurs années personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. D'ailleurs, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne cette semaine, donc c'est super cool. Un grand merci à tous. Allez, je te souhaite une très bonne vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'accueille donc Pierre Moussette, qui est coach professionnel certifié. Bonjour à toi, Pierre. Bonjour Pierre. Comment vas-tu déjà? Écoute, super, je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Enfin, franchement, ça fait super plaisir de t'avoir. Pour que les personnes qui regardent cette vidéo comprennent un peu, Pierre, on se connaît depuis le mois de mai. On s'est rencontrés pour la première fois sur LinkedIn dans un cadre professionnel. Ce que j'ai apprécié chez Pierre, c'est son approche authentique des choses. C'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est lui-même. Qui a plus ou moins conquis ma confiance d'un point de vue professionnel. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais l'inviter sur cette chaîne YouTube parce qu'en fait, il va vous expliquer tout ça, mais il a un parcours qui est super inspirant. Je ne sais pas si tu as notion d'ailleurs que tu fais cet impact là de ton côté. Écoute, je sais pas s'il y a une conscience volontaire, en tout cas c'est une volonté d'authenticité, c'est une volonté d'être cette personne-là. C'est une prise de conscience lente et je pense que c'est le travail d'une vie. On aimerait, je pense, refléter cette confiance, en tout cas pour moi dans mon métier c'est essentiel. Et tu as toujours cette part de est-ce que j'ai conscience de renvoyer ça, j'aimerais renvoyer ça beaucoup et je te remercie de me dire que je renvoie ça, ça me plaît. Ah non, mais c'est vraiment sincère. Parce que bon, tu vas nous raconter un peu ton parcours. Enfin, je suis curieux que tu expliques tout ce que tu as fait aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Mais vous allez le voir, hein, Pierre, c'est vraiment un couteau suisse, de la vie. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut t'introduire comme ça définitivement. Écoute, merci, j'aime bien cette notion de couteau suisse, ça me va bien. Par quoi tu as commencé enfin, comment t'en es arrivé à devenir coach professionnel? Je sais que c'est un peu long. T'y es pas arrivé de suite, mais tu as commencé par quoi? C'est une longue histoire, hein, parce que je pense que rien me prédestinait à devenir coach. Hein. Je me suis pas dit en sortant du lycée, tiens, je vais être coach professionnel. Non, je pense que j'étais quelqu'un de pas du tout scolaire. Je me suis beaucoup cherché. Moi, je voulais au lycée, je comprenais pas la société dans laquelle on vivait, et moi, je voulais être ermite, je voulais être vagabond, je voulais partir avec mon sac à dos, et je voulais tout envoyer balader. Finalement, au sortir du lycée, j'ai fait une fac de droit très infructueuse. J'ai arrêté en plein milieu, et puis je suis quand même parti voyager un petit peu. Donc, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé dans les pays de l'Est, je suis allé à Londres, j'ai bossé un petit peu comme garçon de café. Je suis allé aux États-Unis, j'ai travaillé sur des bateaux. Je voulais aller en Amérique du Sud. Et puis, ma passion première, ce qui m'a toujours animé, c'était la musique. Ok. Alors, plusieurs fois, même au lycée, j'ai voulu tout arrêter pour faire que de la musique. Et je suis parti aux États-Unis. Du coup, j'avais juste mon petit PC, un petit clavier que je branchais dessus pour continuer à faire de la musique sur ordinateur. Et Ok. j'ai fait des rencontres. C'est toujours une histoire de rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait que je fasse la musique pour son film. Pourquoi pas, en fait? Moi, je suis parti sans but. Et en fait, j'ai un but qui s'offre à moi. Ouais. On me propose de vivre de ma musique, c'est génial. Du coup, je mets un terme à mon voyage et je rentre à Paris. Je fais une école de cinéma très vite en tant qu'ingénieur du son à l'image, et puis très vite je prends une section de composition de musique à l'image, et donc voilà, ça dure 3 ans. J'ai une licence d'ingénieur du son, et puis très vite je commence en tant que freelance d'ingénieur du son et musicien compositeur à l'image. Tu avais déjà cette âme de compositeur, de créateur
quand tu étais dans tes années collège, dans tes années lycée, ou ça t'est vraiment venu avec ces rencontres-là? Non, non, alors je crée. En fait, mon rapport à la musique, c'est la création. Je Ok. suis né assis sur un piano presque, quand mon prof me jouait les morceaux à apprendre derrière avec les partitions. Après plusieurs leçons à l'oreille, j'arrivais à le reproduire. Quand j'ai dû atteindre un niveau un petit peu trop difficile, ben, je savais plus lire la partition. Et du coup, j'ai préféré créer, donc pour faire croire à mes parents que je travaillais mes leçons de piano, ben, j'étais devant le piano et puis je jouais ce qui me passait par la tête. Ok, je trouve ça trop bien. J'avais horreur du solfège aussi, donc je comprends franchement, mais quelle horreur. Donc, Ouais, ouais. c'est parti dans le son, mais on n'est toujours pas dans l'accompagnement de gens. Enfin, mine de rien, le Eh son, c'est non, parce que avec des émotions. Et donc, t'avais cette volonté de transmettre. Pardon, excuse-moi de te couper. non, c'est vrai, non, parce que l'histoire est longue et que moi, ça fait 1 an et demi que je suis coach. Et là, je te parle de ça, je commence ma carrière de compositeur en quelque sorte à 20 ans. Mais donc je bosse 4 ans en tant que compositeur, c'est pas évident, je découvre le fait de vivre de sa passion, tu vois, D'accord. parce que c'était Ouais. vraiment le métier passion, j'avais tout pour être totalement épanoui, sauf que bah, les fins de mois étaient pas faciles, c'est un milieu compliqué, c'est lent, bah, comme beaucoup d'entreprises hein, finalement, comme tout projet qu'on monte, c'est long, ça prend du temps et on n'a pas toujours conscience de ça. Mais en tout cas, je me lance, je persévère, je ne baisse pas les bras. Il y a des mois où ça commence à marcher, d'autres mois où c'est la galère et j'ai du mal à payer mon loyer. Et puis finalement, au bout de 4 années comme ça, je saisis une opportunité qui n'a rien à voir. On me propose de bosser dans l'aviation, société de transport aérien, de courtage en transport aérien exactement, dont le client principal était le ministère des Armées. Et on me Ok. propose de partir pour dépanner un pote qui faisait ce boulot, Ok. qui avait besoin de vacances parce qu'il était, voilà, l'intitulé du job c'était Flight Manager. Et donc lui me racontait un peu sa vie, donc j'entendais parler de ce boulot. Il était 1 semaine au Mali, 2 semaines au Tchad, 1 semaine en Centrafrique. Ok, ouais. Moi, de loin pour moi, lui, c'était James Bond, tu vois. Et là, on me propose de faire la même chose pour le remplacer un peu lui, pour qu'il souffle, tu vois, pour qu'il prenne des vacances. Enfin, tu vois, j'ai été recommandé, il cherchait un type qui avait pas trop froid aux yeux, qui avait pas peur de partir quelque temps, et puis voilà, très peu de critères de sélection, finalement, juste un peu de babou, quoi. Avoir, finalement, on peut avoir peur, avoir du courage, avoir cette envie d'explorer aussi, quelque part. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tombé, en fait, c'est tombé à un moment pile poil où moi, ça faisait quelques mois que j'avais pas de projet financier intéressant. Ouais. Et puis à l'époque, je me séparais de ma nana de l'époque. Enfin voilà, il y avait eu beaucoup de choses en Ouais, même ouais. temps. Et Ça permet de changer les idées énormément, c'est ça, ouais. Ok, je comprends. exactement. Et donc il y a un jour où j'ai dit, allez, c'est bon, vas-y, envoie-moi. Et en fait, ce job, il a totalement transformé ma vie, réellement, je peux le dire, parce que bah, je suis parti sur cette première mission. C'était censé être une mission de 2 semaines où je faisais 1 semaine avec mon pote justement et 1 semaine tout seul après être formé par mon pote. Ok. J'ai fait 3 jours avec lui. Au bout de 3 jours, on l'envoie sur une autre mission. On me laisse terminer la mission tout seul. Et finalement, je reste 1 mois et demi. 1 mois et demi à faire des sauts de puce entre l'Afrique, le Tchad, le truc. C'était un métier complètement, enfin, un peu borderline. Je décollais de base militaire en France. Fallait que je me démerde pour faire les papiers sur place, les visas, les tampons des passeports. Hmm. J'avais tout l'équipage à gérer. Enfin bref, c'était 4 ans d'adrénaline. C'était hyper excitant. J'ai géré des trucs beaucoup plus gros que moi. J'ai foutu un pied dans la diplomatie internationale. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai fait un refus de départ en mission. En fait, là où au début c'était de l'adrénaline et de l'excitation, j'étais très bien payé aussi. Et ben ça s'est doucement transformé en peur inconsciente d'abord. D'accord. Et je pense que jusqu'au trauma, hein, j'ai eu un petit syndrome post-traumatique à force de voyager dans des pays en guerre. Et j'ai eu besoin enfin, il y a vraiment un jour où je suis pas parti en mission. Je devais partir, j'ai pas osé dire que je suis pas allé, je suis pas monté dans l'avion. J'ai essayé de gérer la mission à distance, et puis j'ai dit, enfin, j'ai fini par appeler en disant, mais en fait, je suis pas sur place, quoi. Je suis pas en Afrique, je suis resté en France. Et ça s'est passé comme ça. Et ils ont compris parce que c'était un job un peu voilà hors du commun. Et c'était cool parce qu'on m'a laissé partir avec une belle rupture conventionnelle. Et voilà ce qui m'a quand même tranquillisé derrière. J'ai eu 2 ans de chômage, 2 ans aussi pour réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire après tout ça, quoi. En tout cas, ce que j'entends, c'est que humainement, bah, le fait d'explorer complètement quelque chose de nouveau, enfin là, t'es complètement sorti de ton champ parce que certes, la thématique voyage, tu la connaissais, tu voulais partir en Amérique du Sud, tu étais parti aux États-Unis, en Europe de l'Est, mais enfin, c'était quand même des pays et des contextes au milieu des années 2000 qui étaient safe. Contrairement Ouais, à tout à un fait. certain nombre de pays, un certain nombre de pays en guerre où tu es allé. Donc, quelque part, bah là, tu es vraiment sorti de ta zone de confort sur un domaine de compétences qui n'était pas forcément le tien en plus, si j'entends bien. Mais tu vois, mine de rien, les temps libres que j'avais, notamment au Mali, etc., je l'ai passé à
à rencontrer des musiciens dans la rue. Ouais. Je l'ai passé à avoir des relations finalement en dehors des missions que je faisais. Oui, et finalement, avec des gens Euh, qui avaient une autre culture et qui pouvaient t'apporter aussi une espèce de richesse super multiculturelle, multi-ethnique, multi beaucoup de choses finalement. Pour l'amoureux d'art et de musique que t'es, j'imagine que t'as dû en voir de toutes les couleurs parce que la musique, si c'est toujours un peu les mêmes styles dans le monde occidental, pour simplifier quand même, je pense qu'en Afrique ou même en Amérique du Sud, t'es sur d'autres explorations, quoi. ouais, non, mais tout à fait. Moi, je suis tombé d'une part amoureux d'un pays, du Mali. Je suis Ok. tombé amoureux de la musique mandingue. J'adore. Donc, de la musique vraiment on peut retrouver au Mali, le blues malien, mais qui va de la Côte d'Ivoire jusqu'en Mauritanie presque, hein, tu vois. Donc, au-delà de ça, j'ai appris quand même énormément de choses. Enfin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mon fonctionnement, déjà, en premier. C'est-à-dire sur mes peurs. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai dû sortir de ma zone de confort 1000 fois pendant ce boulot. Et il y avait le revers de la médaille, si tu veux, pendant que je le faisais, comme j'étais sous adrénaline tout le temps, il y a un moment presque malsain avec lequel j'ai flirté, c'est je me pensais invincible. Et j'ai mené à ce moment-là une vie à 300 à l'heure. J'avais besoin tout le temps d'adrénaline. Je rentrais de mission, j'avais besoin qu'il se passe quelque chose d'excitant tout le temps, si tu veux. Pardonne-moi la question, mais même à ce moment-là, dans ta vie perso, tu t'es mis à mettre de l'adrénaline de partout aussi, également? Tout à fait. J'étais devenu accro à ça et jusqu'à en devenir arrogant, si tu veux. Ah, C'est-à-dire que j'étais en tel décalage aussi avec mes potes qui étaient en France, avec les gens qui avaient des jobs normaux, que je comprenais plus leurs petits problèmes. J'étais en décalage total avec la réalité de la plupart des gens, tu vois. Françoise de la Conta qui te dit pas le bonjour en arrivant le matin, tu t'en fous quoi dans ce moment-là quoi. Enfin Non, enfin, mais pour c'est ça, c'est caricaturer, ça. mais ouais. On est là-dedans, exactement. Et je dis après tout ça, il a fallu atterrir. Le fait de comprendre qu'un petit problème, parfois, c'est un vrai problème pour quelqu'un. On le voit souvent. Les enfants, ils ont des petits problèmes, par exemple, mais pour eux, c'est une montagne parce qu'à leur échelle, c'est important. Et puis, bah, quand t'avances, on a l'impression d'avoir des problèmes tous les jours. Et puis un jour, on est confronté à la mort, à la survie, à des choses comme ça, à la maladie. Et là, on se dit qu'en fait, peut-être qu'il y a des choses, on aurait pu laisser relâcher un peu. Mais c'est pas toujours simple de s'en rendre compte parce qu'on a nos constructions sociales, on a nos peurs, on a nos zones de sécurité, nos zones de confort. Et t'en parleras bien mieux que moi ensuite. Ces zones-là, tant qu'on les franchit pas et tant qu'on n'a pas l'habitude de les franchir, eh ben, elles peuvent paraître énormes. Et une peur, tu la confrontes 15 fois, au bout d'un moment, tu n'en as plus peur parce que tu l'as apprivoisée. Et je pense que c'est pareil avec nos soucis du quotidien. S'il y a quelque chose qui te fait peur ou il y a un souci dans la vie du quotidien des personnes qui nous regardent, bah, en rester éloigné, s'il n'y a pas de danger de survie, en fait, c'est dommage parce que tu prends pas l'habitude de confronter ta peur et donc tu prends pas l'habitude d'avancer, d'évoluer. Et si ça se trouve, la chose qui te fait peur, bah, en fait, au final, c'est une chose qui peut te plaire. Je pense à des gens qui avaient peur qui avaient peur du vide, qui avaient une appréhension sur le vide et qui voulaient pas faire d'escalade et puis qui, en faisant de l'escalade, et bah, bam, enfin, c'est devenu un vrai kiff, quoi. Et donc voilà, enfin, je trouve que c'est intéressant de pouvoir confronter des peurs et après se dire, ok, je l'ai fait pour l'escalade ou toi, je l'ai fait pour la guerre, entre guillemets, bah, je vais pouvoir le faire pour autre chose. Et finalement, ta première aventure entrepreneuriale en tant que telle, elle est venue après cette expérience. Elle est venue après. Ouais. Est-ce que tu peux dire que sans cette expérience, tu n'aurais pas eu la même adrénaline, le même aplomb pour avoir cette aventure entrepreneuriale ensuite? J'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est certain. Ok. C'est certain. Je suis sûr que, après, je sais pas, on refait pas le passé, Oui, si tu veux, évidemment. et d'ailleurs, je suis pas sûr de parler mieux que toi du fait de sortir de sa zone de confort et de ce que ça peut apporter, hein. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Mais clairement, moi, ça m'a montré cette expérience, d'une part, que je suis capable de faire des choses que je comprends pas. Par l'expérience, quand tu es confronté à ta problématique, tu as deux choix. Soit tu fais pas, soit tu es paralysé, soit tu vas et tu essaies de comprendre comment ça marche. Ouais, bien sûr. Et souvent, c'est ce que tu dis avec l'escalade, hein, tu as une peur, tu as un blocage, tu vas, tu essaies et tu te dis, attends, mais en fait, c'est pas si sorcier que ça, je me faisais une montagne de quelque chose qui en fait, est à ma portée. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à notre portée. J'ai envie de dire, presque tout est à notre portée aujourd'hui. Il suffit si tu le veux assez, si tu y crois assez, tu peux y aller. Après, je parle pas de cas exceptionnels, hein. Demain, avec l'âge que j'ai, je vais pas me former pour devenir astronaute. Et puis, voilà, mais j'en ai pas envie. Et encore, si j'en avais vraiment envie, est-ce que c'est vraiment impossible, tu vois? Et, Tout est possible si tu visualises bien les choses, à condition d'avoir la santé. Le seul frein, c'est la santé physique et la santé ouais. mentale, mais qui est liée à la santé physique. On va pas rentrer Non, dans non, les... bien sûr, bien sûr. Il y a quand même, c'est quand même du cas par cas, mais de manière générale, si on se raconte une histoire assez fort et qu'on y croit assez fort, on peut y aller, quoi. En tout cas, cette expérience, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que je pouvais gérer des équipes, Ouais.
je pouvais avoir des responsabilités, que je pouvais aller au-devant de choses que je comprends pas, que je pouvais gérer de l'administratif alors que j'étais allergique à ça toute ma vie. Je savais gérer un projet de bout en bout. Enfin, tu vois, ça m'a appris vraiment des choses et puis des compétences essentielles pour entreprendre derrière, hein, c'est clair. Je trouve ça vraiment inspirant, de la manière dont tu l'as vécu, de la manière dont tu le racontes, pardon. Ça montre aussi que finalement, bon, nos problèmes du quotidien, ils ont une importance, mais que bah, quand on avance, qu'on est confronté à, et peu importe la taille du problème, on peut évoluer. Sans parler de franchir sa peur directement, mais on peut évoluer et on peut apprendre. Et finalement, Ah tu ouais. as appris, tu as pris 2 ans de pause, si j'ai bien compris, et tu es devenu entrepreneur. C'est ça, c'est le gros mot, entrepreneur. Ouais, ouais, ouais. Et encore, c'est pas, si tout s'est pas fait comme ça. La première année après ce job, je pense que j'étais complètement perdu. J'ai pris mon année de chômage et vraiment, après, j'avais un bon salaire, hein. Après un salaire comme ça, j'avais des prétentions qui étaient là. Enfin, il y a eu toute une phase d'atterrissage. Je me suis dit, mais moi, je vaux tant, tu vois. Ouais, Et je savais pas comment revenir sur le marché du travail après ça. Et puis, je me suis dit que moi, je vais revenir à la musique. Je me suis mis à être DJ. Enfin, je faisais des lives techno dans des petits bars à Paris. Je me suis mis dans des collectifs bien. techno. Voilà, je me suis dit que je vais créer de la musique pour moi. Et je pense que, alors, je parle de techno, mais je pense que dans la techno, un peu dure, un peu violente, Ouais. j'ai évacué aussi toutes ces expériences. J'avais besoin de sortir cette violence que finalement j'ai vécue de l'extérieur, qui s'était emmagasinée. Et ça a été peut-être un peu thérapeutique, tu vois. Ah, mais alors là, pour le coup, l'extériorisation par les passions artistiques, passions sportives, passions artistiques, et je sais, enfin, c'est quelque chose, j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur la chaîne YouTube, là, justement. Pour moi, Ok. c'est ultra important parce que ça te permet d'extérioriser. Cette dynamique d'extériorisation, elle peut déjà être accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un super musicien comme toi pour extérioriser par l'art. Des fois, chanter comme une casserole sous la douche, ça suffit. Ça embêtera juste les voisins. Ok, donc tu étais DJ, hardcore, techno dans des bars à Paris, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est trop cool. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais ouais, ouais. Ouais, mais t'as dû faire kiffer les gens parce qu'en plus, tu transmets, tu vois. Toi, t'extériorises d'une manière et de l'autre côté, tu crées des instants de bonheur à des gens parce que la musique, l'art au sens large, peu importe la sensibilité artistique de chacun, ça crée des sourires, ça crée des vibrations, ça crée quelque chose de. Ah, c'est magique, quoi. Et donc, t'as fait ça pendant quelques mois, c'est ça? J'ai fait ça une année, en fait. Ok, on est d'accord. C'était la seule chose que je faisais après avoir quitté ces va-et-vient en Afrique et au Moyen-Orient. Et du coup, c'était un peu le monde de la nuit à Paris avec tout ce qui va avec. Et en fait, tout simplement, ça m'allait pas non plus. Je voulais pas de ça, fondamentalement. Et je me voyais pas continuer comme ça. C'est là où j'ai eu une autre opportunité, c'est que en quittant le job, j'avais dit, je m'étais fait quand même pas mal de potes au Mali, et je leur ai dit, écoutez, moi je retourne à ma passion à moi, la musique. Je sais pas trop comment, mais voilà, a priori, je reviendrai pas tout de suite au Mali et on va pas se voir, quoi, sauf si vous venez en France. Et je reçois un coup de fil d'un copain malien qui me dit, écoute, j'ai une bande de musiciens, copains, qui cherchent à faire une tournée en France. Alors ils me préviennent, on est, je sais pas, au mois de fin février. Ils me disent, est-ce que voilà, ils arrivent en France cet été, est-ce que tu peux leur trouver des dates pour jouer dans des festivals, dans des trucs. Donc ils m'envoient les CD, les trucs, je suis en lien avec leur manager. Et moi je leur dis, attends, on est en février, ils arrivent au mois de juin, il faut leur trouver. Enfin, c'est impossible, quoi. Donc je cherche, je dis pourquoi pas. Et je me suis dit, ça peut être un chouette projet d'être manager de musiciens du Mali. Ouais, carrément. Je m'y voyais bien, si tu veux. Et donc, je cherche, et forcément, je me prends que des portes fermées. Et jusqu'au moment où ça fait tilt. Donc, j'ai mes parents qui restaurent une vieille abbaye en ruine depuis 25 ans, à la sueur de leur front, Ok. près de Tours. Et moi, je me dis, mais attends, c'est un lieu génial, en fait. Il y a un truc à faire. Donc, je rappelle le manager du groupe malien qui s'appelle Inisi, le groupe. Ok. Il dit, écoute, bon, j'ai rien trouvé, je suis désolé, mais par contre, je peux te proposer un truc. Je sais pas comment ça marche, j'en ai jamais fait, mais on peut monter un festival. J'ai le lieu idéal pour ça. Et par contre, j'ai pas trop de budget, donc voilà. Mm. Est-ce que tu peux faire moitié prix pour moi, si tu acceptes? Et puis nous, on va essayer de faire de la communication et faire venir des gens. Et il a joué le jeu. Et du coup, ça leur a permis, c'était ce qui leur manquait pour acheter leurs billets et tout, donc parfait. Derrière, ils ont réussi à retrouver une dernière date en Bretagne. Et bref, ils sont venus et on a fait une édition d'un super festival. J'ai motivé des copains à me rejoindre dans l'aventure. Et il y a eu, pas grand monde, mais il y a eu 90 personnes. C'était tout juste assez. Financièrement, on était dedans, mais tant pis. C'était une expérience géniale. Et derrière,
ben, on a monté un festival, une association qui existe toujours, hein, d'ailleurs. C'est toujours le festival chaque année? Alors ben, là, ça fait 2 ans qu'il est ça va faire la 2e année là qu'il est en pause. Ok. On refait pas en 2025, mais sûrement une édition 2026. Et Il y a je eu communiquerai dessus, hein. Compte sur moi. Ouais, Ouais, carrément, carrément. on va voir. Je te tiendrai au courant. On sait pas comment ça évolue. Toute l'association est éclatée. Puis Ok. moi, je suis en Espagne maintenant, donc c'est pas évident. Compositeur de musique, voyageur, pas militaire, mais flight manager pour l'armée, DJ, créateur de festival, et ensuite, Et ben ensuite, moi, je monte une boîte après ce festival. ok. Tout de suite après, je me dis, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je veux créer des festivals, je veux faire tourner des artistes, etc. Et Ok. je monte ma boîte d'événementiel sans trop savoir. Je vais plus vite que la musique, quoi. Je réfléchis pas Ok. trop. Je monte une boîte, je crée un premier site internet et je me dis, je vais faire des résidences d'artistes à l'abbaye parce que le lieu est génial. Du coup, derrière, ça va permettre de faire des festivals. Et puis moi, je vis à Paris et puis je vais continuer dans l'univers un peu des soirées, etc. Mais plutôt côté tourneur, etc. Producteur. Plutôt côté prod. Ça m'allait aussi, puisque en tant que musicien, ça m'allait, enfin, tu vois. Bon, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'était plus mon truc, je préférais, et je me suis dit que je pourrais gagner ma vie avec ça, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, c'est faire quelque chose qui te plaît, et quand même que ça te fasse vivre. Bah, l'argent, c'est important. Ça permet pas forcément d'acheter le bonheur, mais ça permet d'acheter du temps qui permet d'être heureux dans ce que tu fais ensuite. Donc pour le coup, si tu survis, tu as du stress, tu as de l'anxiété, tu réfléchis, tu projettes le mois prochain, wow, comment on va faire, etc., etc. Donc non, effectivement, ouais, il faut en vivre. Parce que tu fais C'est ça, en fait, l'activité de ton cœur sans jamais en vivre, au bout d'un moment, tu fais plus l'activité de ton cœur, puisque tu peux plus en vivre. Enfin, c'est mathématique. Donc ouais, ok. ben, le problème avec l'argent, c'est que quand on n'a pas, c'est pas confortable. Ouais, Après, tout dépend hein, du style de vie que tu choisis, et tu peux choisir une vie où t'as pas besoin d'argent, c'est possible, mais c'est des choix conscients, il y a d'autres conséquences, et voilà, il faut que ce soit aussi pleinement aligné, mais je pense que pour être adapté aujourd'hui à notre société, voilà, il faut en gagner, et quitte à en gagner, autant en gagner avec un projet qui te fait kiffer, quoi. bien sûr. Ouais, c'est marrant, cette phrase résonne en moi. Ça a marché, cette activité de producteur, créateur de festival, tout ça? Eh ben, figure-toi que non, parce que mon premier client, c'était pas du tout des musiciens que je devais faire tourner ou quoi. Alors pourtant j'ai essayé hein, de les trouver, j'ai activé des contacts, etc. Et en fait non, premier client, c'est une entreprise qui avait besoin de mes compétences d'organisation et plutôt de régie, tu vois. Ok. Et en fait j'ai sous-traité pour une boîte qui faisait de l'événementiel technique. Et en fait j'ai fait le lien, donc j'ai sous-traité, mais c'est le premier client en fait qui a fait bouffer ma boîte. Je faisais le lien entre eux et puis le lieu qu'ils avaient en gérance Ok. et qui était l'événement corporate, quoi. Donc la conférence, Oui, d'accord. Donc rien à voir. du team building, voilà. Ouais, Et en fait, je suis rentré comme ça dans le milieu de l'événementiel corporate. Et ça a été mes premiers clients, ma première régularité, mes premiers chiffres d'affaires et mes 3 premières années d'activité de boîte à Paris. C'était ça, c'était du corporate. Une fois de temps en temps, je m'occupais de l'abbaye que j'avais toujours en backup pour organiser d'autres événements, tu vois, des séminaires d'entreprise un peu plus séminaires pleine nature, etc. Ok. Mais voilà, c'était essentiellement ça et à Paris. Donc, en fait, finalement, ce que je retiens, c'est que tu as fait de l'événementiel sans avoir aucune compétence en événementiel, puisque toi, au départ, tu le redis, mais c'est la musique, les flight managers, les soirées, la fête et tout. Bon, l'événementiel, il y a un peu les séminaires, en vrai, on peut faire des croisements, je pense. Pour toutes les personnes qui sont déjà parties en séminaire, elles se disent c'est un peu une grosse soirée en permanence des fois, mais c'est un autre débat. Tu t'es épanoui là-dedans à organiser des séminaires? Ouais, parce que j'ai toujours eu un sens de l'organisation. J'ai toujours fait des grosses fêtes d'anniversaire. J'ai toujours organisé, enfin tu vois, fait d'organiser un festival. Puis Ok. avant ça même, j'ai toujours organisé des trucs. Ça m'a toujours fait marrer. En fait, Et, t'es le super bon pote à avoir, quoi. ouais, c'était un peu ça. C'est ça que. Et, Ok. Devenez pote avec Pierre. et non, je pense que c'est lié l'utile à l'agréable. Moi, j'ai toujours kiffé organiser des trucs. Et derrière, avec toutes en fait, les compétences organisationnelles, logistiques que j'ai apprises grâce à ce job dans l'aviation, ça m'a montré qu'organiser un truc, gérer un projet, c'était des projets complexes. Donc, une fois que tu as géré un projet aussi complexe que ça, gérer un événement, même si c'est stressant aussi, parce que l'événementiel, on dit que c'est un des boulots les plus stressants, hein, parce que tu as les boîtes qui ont des trucs, les assistantes de direction qui ont des exigences. T'as pas trop le droit à l'erreur, si tu veux. Ouais, et puis c'est des tranches horaires costauds. Quand tu organises un événement d'entreprise sur 3 jours, toi, derrière, en production, ça, ok, ouais. tu fais 3 journées de 16 heures, et derrière, faut que tu aies un plan A, un plan B, un plan C, surtout quand tu les fais se déplacer, voyager un peu, une activité, un machin. T'as Ok. un grand groupe de personnes à gérer, à entretenir, et tu vois, tout doit être millimétré, quoi. Moi, en vrai, d'extérieur, je trouve ça mais génial, hein. Enfin, je me dis, si un jour je dois me reconvertir, l'événementiel, c'est génial.
T'organises le bonheur des gens, indirectement, même dans un cadre professionnel, mais t'organises du bonheur, c'est trop cool. Ouais, Enfin, ouais, bon, bref, tout je à sais fait. pas, c'est ma façon d'être aussi, mais tu coches beaucoup de cases intéressantes. DJ, organisateur d'événements, moi je me dis, ce mec est C'est intéressant. ça. Donc cette activité-là, elle a duré combien de temps? Est-ce que c'est ta dernière activité d'ailleurs avant de devenir coach ou t'as encore Non, fait non, autre non. chose en Alors, plus? et après, en fait, bah, il y a eu, mais comme beaucoup de gens, l'événement qui a créé un gros tournant dans notre société récemment, là, le fameux Covid ou la fameuse Covid. Forcément, dans l'événementiel, on était touché un petit peu avant les autres parce qu'il y avait déjà des restrictions, des Ouais, je interdictions me de nombre souviens, de ouais. personnes, de regroupements, etc. Donc très vite, ben moi j'ai perdu tous mes contrats. J'avais des contrats de sous-traitance, des trucs, des machins, j'ai tout Mhm. perdu. Pareil, au même moment, rupture avec encore une autre nana de l'époque. C'est des cycles hein, de vie. Alors après, je sais pas, on pourrait voir, hein, je pourrais en parler à un psy, mais il y a des choses qui se répètent là-dedans. Ok, ouais, Euh, c'est intéressant. la Covid arrive, je me retrouve à payer un loyer finalement tout seul et j'ai plus de rentrée de sous. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je retourne. Alors ça va, il y a pire. Hein, j'ai été plutôt bien loti. Retour en Touraine, chez papa maman, dans l'abbaye. Du Ok. coup, avec de l'espace, avec un potager. Enfin, j'ai vécu ma meilleure vie pendant le Covid. J'avais pas super la forme non plus, hein, parce que j'avais plus de sous, plus de Ouais, nana. bien sûr. Ouais, Et bon, et je me suis dit, ben, en fait, tout de suite, moi, quand j'ai créé ma boîte, j'ai mis le siège social à l'abbaye, parce que je me suis dit, c'est l'adresse stable que j'ai, qui ouais, bougera pas. bien sûr. Et puis, je peux recevoir mon courrier là-bas, c'est tranquille. Ok. Et puis, comme tu fais quelques activités, ben, ça simplifie le truc, tu vois. Comme projet latent, j'imaginais ça à 10 ans après, tu vois, mais c'est arrivé plus vite que prévu. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de développer plein de projets là-bas. C'est le projet de mes parents, c'est leur abbaye, c'est eux qui Bien sûr. bossent dedans. Et je me suis dit, bon, en fait, le Covid me montre un truc là. Je quitte Paris, j'ai passé 12 ans à Paris, ça faisait des années que je voulais partir. Non, mais Très content de ça partir. speed, ça grouille, c'est comme New York en fait. C'est le genre de truc, soit tu survis, soit t'es mangé, mais il n'y a pas y a pas d'entre-deux. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et moi, j'avais l'impression d'être enfin, dans ces dernières années, entre le début de ma Mm. boîte, des horaires comme ça, parce que forcément, quand tu montes un projet, que tu commences à avoir des clients, enfin, tu bosses, t'es au four et au moulin, tu Ouais, t'occupes bien de sûr. ton administratif, des événements, de tous les trucs. J'avais besoin, en fait, c'est arrivé au bon moment, cette pause, en pleine Ok. campagne, et je me suis dit, ben, je vais, moi, rebooster finalement les projets événementiels de l'abbaye. Et en Et fait, tu... l'idée pour moi, c'était de filer un coup de pouce à mes parents et de leur dire, OK, je prends en charge l'événementiel, on organise des trucs. Alors, eux, déjà, ils faisaient de la location du Ok. monument ils faisaient quelques mariages l'été et des choses comme ça depuis quelques années déjà. Mais bon, ils faisaient de la location sèche. Et moi, j'arrive avec mes idées Ouais. de Parisien Ok. en disant, ben, on peut booster ça ici, on peut booster Bien ça sûr. ici, on peut faire une clé en main, on peut proposer des prestations plus grosses, etc. Ok. Et donc, chose que je mets en place. Et puis, j'évolue là-dedans. Et puis, très vite, j'ai quelqu'un qui me contacte pour faire un apprentissage chez moi. Et je me dis, est-ce que c'est le bon truc de prendre une apprentie? Je me dis, mais pourquoi pas? Moi, ça peut me déléguer toute une partie, surtout notamment la partie marketing, etc. Ouais, Où bien sûr. il fallait reprendre à zéro parce que je suis dans un nouvel endroit, j'ai plus mes clients parisiens, Non, mais c'est pas l'événementiel les est un mêmes peu au codes. point mort. Et c'est pas les mêmes codes. Et puis, surtout, c'est plus le même type d'événement puisque là, Bien je dois sûr. m'adapter à un lieu en pleine campagne où, bah, s'il pleut, il y a de la boue. Enfin, tu vois, c'est moins évident. Et Oui. bah, va faire je peux plus faire les mêmes séminaires, je peux plus faire les mêmes colloques. Et en même temps, je pense que ce Covid nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses à tous. C'est un peu enfin, de cette même chose à tout le monde. C'est un peu ce retour à soi, ce retour à la nature, ce retour à l'essentiel. Et je me suis dit, ok, bah, quitte à faire du colloque, parce que je les voyais, en fait, j'en pouvais plus, moi, de ces colloques parisiens. Ce monde de gros corporate, je m'y retrouvais pas, tout simplement. Ouais, bien Je sûr. comprenais leurs enjeux, hein, mais je voyais aussi tout un tas de choses qui vont pas, tout simplement. Mais en tout cas, c'est là où je me suis rendu compte que si Pas tu pour veux toi. être en apnée la moitié de l'année pour pouvoir juste le week-end faire sortir la tête de l'eau et y retourner, ben, Ouais, moi, c'est pas perso, pour ça toi. me va pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai voulu faire des événements plus sensibles et amener Ok. des entreprises en disant, ben, m'adapter déjà à ce lieu qui est un monument historique, qui est en pleine nature, qui est classé zone Natura, Ok. qui est sur une zone sensible humide. Ok. Enfin, tu vois, donc ce retour à soi et puis cette préservation de, OK, retour à l'essentiel et Ok. comment ça peut impacter finalement la vie en entreprise. Ok. Donc déjà, des petites graines du coaching qui commencent à germer à ce niveau-là Bien sûr. en disant bah, j'ai envie d'apporter un petit peu plus d'humanité à ces événements d'entreprise et leur apporter peut-être des prises de conscience de qu'est-ce qui est essentiel réellement. D'accord. Donc en fait, parce que moi, ce que j'ai donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît un peu, on a déjà échangé. Je pensais que tu organisais juste des mariages, mais en fait, tu faisais beaucoup plus que ça. Ouais, ben alors très vite, forcément, ça c'est la réalité.
c'est que j'ai fait, donc je m'en suis occupé 3 ans de l'abbaye. Et en fait, le chiffre d'affaires, c'était les mariages l'été. Ok, Euh, d'accord. L'idée, c'était de faire beaucoup de séminaires le reste de l'année. On faisait des petits séminaires, on faisait des D'accord. petits événements, quelques gros trucs, hein. On a eu des belles marques qui sont venues quand même, Decathlon, EDF. Mais voilà, c'était plutôt de la petite boîte locale. Pour moi, j'ai beaucoup peiné à me rendre visible, à faire un Ouais. bon marketing pour être connu, si tu veux, dans ce secteur-là, dans ce domaine. Donc, au moment où j'ai décidé de mettre le projet un petit peu de côté, c'est là où j'ai commencé à avoir des demandes de séminaires. Ouais, Et mais depuis, c'est toujours comme ça. Ça prend du temps, en fait. Faut être patient. Et d'ailleurs, je me permets de faire une digression, mais pour les personnes qui se lancent dans un projet, qui soit entrepreneurial ou même plus personnel, je sais pas, moi, la construction, le retaper une maison ou quoi que ce soit, ça va pas se faire comme ça. Le Mhm. meilleur des arguments dans la vie pour réussir un projet, pour atteindre son objectif, c'est d'être patient. Ça, et toi et moi, dans nos caractères, on aime quand il y a du résultat rapidement. Mais la patience, c'est un vrai argument. Et tu vois, tu parlais de 2020, le Covid et tout. Moi, il y a aussi des événements dans ma vie qui font que depuis ces années-là, j'ai appris à devenir patient sur certains de mes objectifs. Parce que t'es pas seul maître, parce qu'il y a un contexte extérieur, parce qu'il y a d'autres êtres humains en jeu, parce qu'il y a tout ça. Et qu'à un moment donné, bah, si tu es pas patient, soit tu as de la thune illimitée et tu séduis tout le monde, soit dans le pro ou dans le perso, soit c'est pas le cas comme 99,9% des gens, et il faut être patient. Voilà. Ouais, ouais. C'est comme Non, ça non, mais que je le vois, moi. je suis d'accord, c'est une vraie vertu, hein, et il y a plein de manières d'être patient, mais ouais, c'est vraiment, c'est indispensable. Mais donc, tu as organisé des mariages qui n'étaient pas spécialement. Enfin, c'était peut-être. On va dire que c'est le business rentable et pas forcément le business de cœur si on reprend certaines de nos Tout à conversations. fait. Et alors, après ça, tu as encore eu un nouveau projet entrepreneurial ou tu t'es dit, non, Oui, cette oui, fois, il faut non, vraiment que j'aide les gens? c'est pas fini, mais j'y viens. Ouais, donc les mariages, c'est comme tu dis, hein, c'était pas mon projet de cœur. Et puis c'est une clientèle que je trouve compliquée parce que c'est le plus beau jour de leur vie. Ils sont super stressés. En fait, ils passent pas une bonne semaine avant souvent. C'était quand même génial d'avoir les clients une fois la soirée passée, le lendemain, c'était génial, etc. Enfin bref, tout le monde était quand même ravi et ça c'est chouette. Ok. Mais ouais, moi je m'éclatais pas à faire ça et en parallèle, au sein de l'abbaye, j'ai monté pour rendre l'abbaye attractive, pour attirer plus de gens, pour pouvoir créer des animations aussi. Je me suis intéressé, enfin j'ai toujours aimé le vin et j'ai monté un bar à vin. Donc un bar à vin naturel Définitivement le pote avec parfait. des produits locaux et puis ça c'était génial ce projet. Bien sûr. Donc c'était en parallèle, hein, tout ça c'était en même temps. Ouais, bien Donc, je sûr, bien sûr. m'occupais de l'événementiel à l'abbaye, des mariages, et puis à côté, j'ai monté le bar à vin. Donc, j'ai carrément fait des travaux dans une cave, j'ai aménagé un bar, j'ai passé des permis pour pouvoir vendre de l'alcool. Je me suis formé dans le pinard parce que j'y connaissais quand même rien. J'avais quelques copains vignerons, etc. Mais voilà, pas assez. Et je me suis mis, et c'était passionnant, je me suis mis à aller dans les vignes, des copains vignerons à Ok. droite, à gauche, qui me présentaient d'autres copains vignerons. Et puis je goûtais, j'avais deux, trois copains qui goûtaient bien le vin, qui ont des très bons palais, qui m'ont appris ce qu'ils pouvaient m'apprendre. Et puis c'est un milieu très, dans le vin nature, etc. C'est un milieu très humble aussi. Et puis à chaque fois, tu découvres une histoire, tu rencontres un Bien sûr. vigneron. Les vignerons, ils travaillent tous avec tous la passion qui les anime au départ, même Ouais. si c'est des métiers très durs. Et voilà, donc j'ai découvert cet univers du vin et je me suis très vite retrouvé barman en fait. Et tu vois, ça c'est un truc que moi j'avais mal anticipé, c'est que un bar, il faut le tenir, il faut être derrière, il faut gérer les stocks. Et puis comme c'était produits locaux, kilomètre zéro, j'allais chercher le lundi, j'allais chercher tous mes produits à droite à gauche dans les fermes, le fromage chez la fromagère, la viande chez le boucher ici, l'autre viande ici, un mec qui fait des rayons de Touraine, je sais pas où. Enfin, tu vois, et je faisais mes tournées, ça me prenait mes journées entières, des kilomètres. Finalement, le pain chez la boulangère paysanne qui fait son pain au levain naturel dans un four à bois. Enfin, tu vois, Ouais, j'aime j'ai bien. essayé d'aller trouver les produits sympas. Ouais, mais tout seul, c'est pas gérable. Là, t'as une journée de 24 heures ou de 36? C'est quoi le secret? Et ben voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis retrouvé moi très vite perdu dans mon projet, c'est-à-dire j'en fais trop, je suis claqué. J'ai pris justement une apprentie pour gérer la partie événementielle, mais finalement elle m'aidait aussi dans le bar. Bien Et puis sûr. j'ai fini par embaucher un barman pour me libérer du temps parce que tout le temps que je passais au bar, c'est du temps que je passais pas à prospecter, à faire le marketing. Et ça, je le déléguais à une fille qui était en contrat d'apprentissage, tu vois. Oui, donc qui avait besoin aussi d'avoir un soutien, un Et support. qui avait besoin d'un cadre, qui avait besoin d'un manager derrière pour l'épauler. Bien sûr. Et donc voilà, j'ai embauché un barman alors que financièrement, je pouvais pas me le permettre. Mais c'était en me disant, ok, je fais ça parce que ça me libère ce temps que je peux que je peux mettre à profit pour développer ma boîte. Ok.
Et en fait, c'est pas allé aussi vite que ce que je pensais. Et financièrement, j'ai un peu plombé ma boîte à ce moment-là. T'as fait faillite ou pas? Non, alors j'ai pas fait faillite. J'avais des dettes, si tu veux, Ah, assez costaudes, mais dues au Covid, parce que j'ai fait ok. des emprunts à la région, le prêt garanti par l'État, etc. Oui, C'est des oui. trucs que je peux pas aujourd'hui parce que je fais tout. J'ai fait le choix de pas fermer ma boîte et de continuer à la faire vivre, parce que j'ai toujours des micro-projets à droite à gauche, tu vois. Je continue un peu cette partie Ouais, bien événementielle à sûr. l'abbaye, des événements de temps en temps ponctuels au bar. Le bar est fermé aujourd'hui, mais je l'ouvre toujours en bar Ouais. événementiel une fois, deux T'as fois. toujours ta licence pour l'ouvrir. J'ai toujours la licence, Ok. la licence 3, ouais, exactement. Et voilà. Et en fait, on en vient doucement au coaching. Donc, il y a encore une histoire d'amour hein, dans les parages. Pour moi, c'est C'est vrai? indissociable. La vie perso et la vie pro, si tu veux, tu fais forcément des liens. T'as beau avoir des projets pro, si t'es en décalage total dans le perso, ça marche pas. Et donc, moi, ma compagne d'aujourd'hui est italienne, vit en Italie. Et on commence à ce moment-là, juste après le Covid, une relation à distance entre Turin et Tours. C'est pas à côté. Et Accessible ça en plus. facilite pas. Ouais, voilà. Et puis moi qui bosse comme un Ouais, bien nanar, sûr. voilà, c'est compliqué. Et on commence à se dire qu'on a envie d'emménager ensemble. Et elle, pourquoi pas bosser en France. Et finalement, elle peut pas, elle, travailler en France à cause de son diplôme qu'elle a eu en Espagne. Elle n'est pas reconnue en France. Et donc, il y avait cette idée dans l'air d'aller vivre en Espagne pour pouvoir, pour elle, pour son Ok, job, d'accord. pour pouvoir valider ses diplômes. À côté de ça, je refous un pied dans le coaching parce que elle se fait coacher. Donc, elle est chiropracteur dans le monde de la santé. D'accord. Euh, pour resituer, alors si les chiros nous écoutent, ils vont me taper dessus. On s'en fiche. Mais beaucoup de gens connaissent pas la chiro. C'est comme un ostéopathe, sauf que le chiropracteur s'occupe de la colonne vertébrale et du système nerveux. Ok, d'accord. Et bref, donc elle, une autre vision finalement du travail, de ce que c'est que être aligné personnellement dans son boulot, un métier tourné finalement vers l'autre, un métier dans l'aide, dans la relation d'aide, dans le paramédical. Et elle se fait coacher. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce coach qui t'accompagne? Il m'accompagne sur mes objectifs pro, etc. Donc je commence à me dire, mais en fait, ça peut être pas mal pour moi d'avoir cette casquette de coach pour accompagner mieux les team building, si tu veux, justement pour voir tous les décalages que je vois entre les managers, les salariés qui sont là dans mes événements, et ben pour apporter quelque chose de plus, tu vois. Ouais, bien Et sûr, bien sûr, bien vraiment sûr. avoir un impact sur le bien-être au travail. Et c'est ce qui me motive à ce moment-là. Et du coup, on part donc avec ma compagne s'installer à Minorque. Et au même moment, moi, je décide de m'inscrire dans une formation à distance, 100% distancielle, une formation de quasi un an, de 9 mois, de coaching professionnel. Et Ok. c'est là où je fous les deux pieds dedans. Donc je mets mes projets à l'abbaye de côté. Je ferme le bar j'attends la fin de la saison d'été parce Ouais, que bien sûr. ça marchait surtout l'été avec le tourisme à l'abbaye, etc. Donc je ferme le bar, j'attends qu'il n'y ait plus d'événements à l'abbaye et fin octobre, une fois que j'ai fermé le dernier événement, on part à Minorque, dans les Baléares, avec une voiture pleine, une formation que j'ai commencé depuis un mois sur Zoom 3 fois par semaine, avec du e-learning, des machins. C'était une formation assez dense. Hein. Et bref, et on arrive en plein Minorque, sans appart, avec un cabinet de chiropracteur à monter. Mais je l'ai accompagné pas mal au début. Et puis moi, juste suivre ma formation. Je me suis autorisé en me disant, voilà, je fais une petite pause, je fais une parenthèse, je me forme, et puis on voit ce que ça donne. Avec le projet initial qui est de profiter d'être sur une île magique en Espagne pour pouvoir faire venir des entreprises et pour faire des séminaires d'entreprises à durée sur des durées comme 5 jours, tu vois, des longs week-ends. Donc séminaire, team building, coaching à Minorque. Et c'était ma première idée. Mais trop bien. Mais attends, vas-y, moi, le jour où ma boîte elle fonctionne à fond avec plein de salariés, je viens directement à Minorque faire ça. Et oui, sauf que l'idée a changé hein, depuis. Ah, mince. Bah, tu Et me c'est ça, trouveras quelqu'un à me conseiller, j'en suis sûr. il faut s'autoriser le changement. Et ben là, je me suis pris des claques monumentales. Si tu veux, cette formation était ultra puissante parce que tu apprends des outils de coaching et tout de suite tu mets en pratique. On se coachait entre élèves et tout ça dans un cadre c'est ultra bien cadré. Et donc j'apprends ce que c'est que le coaching. Finalement, j'en avais une idée en commençant et finalement cette idée s'affine. Ok. Et je me prends des claques. En fait, je vis le processus, je me fais coacher sur mes projets et je m'aperçois que en fait dans toute ma vie, je répète des schémas. Et à chaque fois, je m'oublie. À chaque fois, je m'oublie. Je suis pas à fond dans les mariages, à fond dans le bar à vin, et à chaque fois à subir mes propres entreprises, si tu veux. Ok, ta vie pro a pris le dessus sur ton intime, sur ton toi intime en fait. Que ça soit dans tes relations ou même sur toi, ta santé mentale globale en fait. À chaque fois, Absolument. finalement,
t'arrêtes, il y a pas une fin d'activité sur tout ce que j'écoute depuis tout à l'heure qui se passe naturellement dans le sens qui se passe, bon, bah voilà, je suis content, mais j'arrête parce que demain je suis autre chose. Non, à chaque fois, finalement, il y a une espèce de fatigue mentale qui revient inlassablement, peut-être pas, mais qui se répète, quoi, quelque part. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Et puis c'est toujours une impulsion et puis un passage à l'action un peu rapide et on réfléchira après. Et puis je Ok, me ok, retourne ok. 2 ans après en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Je bosse trop, c'est pas ce que je voulais au Ok, ok, départ. ok. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. Ok, ok. Et donc, le coaching, de suivre ta formation de coach, mine de rien, ça t'a fait prendre conscience de tout ça. Ben, en tout cas, ça a appuyé, ouais. Ça a appuyé là où ça Ok. faisait mal. C'est un processus qui peut être très inconfortable, hein, le coaching. Et j'ai été flirté avec mes zones d'ombre, si tu veux. T'as- t'as- D'accord, c'est à mi-chemin quand même. Bon, ça a rien, c'est pas de la psy, hein, ça n'a rien à voir. Mais tu vas chercher loin dans tes émotions. Tu peux aller réveiller des petits traumas. Et puis tu peux surtout te rendre compte de certains mécanismes de défense, de croyances, de choses qui sont totalement bloquantes, dont tu n'as même pas conscience, si tu Ouais, veux. bien sûr. Et en Ok. fait, l'idée du coaching, c'est d'éveiller à la conscience ces mécanismes pour savoir, OK, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui? Tu fais quoi de Ouais, tout ça? T'as envie ok, de je comprends. continuer? Ou t'as envie de changer de voie? T'as envie de prendre ta vie en main, de faire enfin ce qui te fait vraiment kiffer, de Ouais. te respecter? Ah, Et ok. en fait, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte dans ce processus que il y avait toute une partie de moi que je respectais pas. Alors, je regrette rien hein, de ce parcours. Et ce parcours, il m'a appris énormément. Mais je sais que demain ou aujourd'hui, déjà, quand j'entreprends, je dis pas que je me plante pas parce que mes mécanismes, c'est les mêmes. Si tu veux. Ils bougent pas et j'ai cette tendance naturelle à les reproduire. Sauf que j'ai cette petite voix maintenant interne qui me dit attention, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu fais bien? Est-ce que t'es pas en train de reproduire un schéma? Est-ce que tu vois? Et le fait d'avoir cette petite conscience qui te parle, ben déjà, ça te permet de prendre du recul. Ah, mais non, là, je flirte un peu avec mon schéma. Ou alors, je le fais, mais je sais pourquoi je le fais, et c'est une durée déterminée. Ben, tu vois, pour rentrer dans cette écoute de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, si je devais un peu conclure ça, c'est que quand on entreprend, finalement, le plus important, la base, c'est de se connaître soi à fond. Donc, la connaissance de soi, c'est le meilleur outil que tu peux avoir au Ouais. service de ton entrepreneuriat. Et donc ça, soit ça prend du temps, soit tu te fais accompagner par un coach pour gagner du temps. C'est cette expérience de coaching qui finalement, de découvrir le coaching, de coacher d'autres personnes, d'être coaché toi aussi par des personnes qui t'a permis de prendre conscience que en fait, les séminaires où on faisait la fête à Minorque pendant une semaine, c'était plus ce que tu voulais organiser. Aussi, alors oui et non, mais en fait le projet se transforme et je pense que au sortir de la formation, quand j'ai voulu faire mes premières armes ok ça y est, c'est bon, je suis coach, j'y vais, bah, j'ai voulu aller chercher des clients et forcément je me suis aussi un peu pété les dents au début. Pour Et le coaching, en l'occurrence? ouais, pour le coaching, c'est un Parce que, parcours, attends, hein. ta formation elle a duré 9-10 mois, c'est ça? Donc, Ouais. tu sortais du coaching pour coacher des entrepreneurs. Tu pouvais aussi coacher des particuliers potentiellement ou pas? Oui, parce qu'en fait, c'est une école généraliste. En fait, c'était double certification, donc reconnue par ICF, qui est la Fédération internationale de coaching, Ok, et reconnue par l'État au titre RNCP. ok, d'accord. Donc le titre RNCP te donne cette posture de justement coach professionnel, parce que Ok, le RNCP exige, pour professionnaliser, si tu veux, le coaching, je comprends. ben voilà, qu'il puisse y avoir un lien avec les entreprises et plutôt un coaching B2B. Ouais, ok. Mais Voilà. si tu n'avais pas ça, tu aurais pu être coach en développement personnel. On est d'accord que, grosso C'est la modo, même, c'est le tronc commun, c'est la même formation. ok. C'est la même chose et tu peux être coach de vie, on appelle ça coach de vie aujourd'hui, mais c'est ça, c'est coach en dev perso et tout dépend finalement des sujets que tu abordes. Mais c'est tout simplement la professionnalisation de cette profession. Ouais, ok, je comprends. Quelqu'un aujourd'hui qui fait du marketing et qui donne quelques cours online, il va se dire coach en marketing, tu vois, ou coach en marketing digital, ou coach en... Enfin, on trouve des Il coachs peut en être tout. formateur potentiellement, il peut être consultant Voilà, c'est ça. potentiellement, Il y mais a il n'est plein pas de... coach. Voilà, donc faut rendre à Ouais, César ce qui bien sûr. appartient à César. Aujourd'hui, coach, c'est une profession. Il y a des certifications, c'est un métier qui est réglementé. Et voilà, sinon, on peut s'appeler consultant, on peut s'appeler mentor, Ouais, il bien y a plein sûr. de... Mais tu sais que moi, je me suis intéressé à ces sujets-là au début quand je réfléchissais à mon activité parce que je voulais devenir coach. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas réglementé, c'est pas une profession réglementée comme psychologue par exemple. Mais il y a cette certification qui fait que ça m'a percuté. J'ai vu qu'il y avait donc une formation de 10 mois, mais quelque chose qui était reconnu par l'État, etc., etc. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, je suis pas coach. En fait, peut-être que des fois, dans mes accompagnements, j'ai des postures dans ma posture de consultant, pardon, aussi des postures de coach.
mais je suis pas pour autant coach. Je suis pas là pour recevoir des choses intimes que peuvent te confier les gens. Enfin, ça, je le fais avec mes potes et franchement, je kiffe, mais ça s'arrête là parce que je suis pas professionnel de ça. Tu touches à des choses qui sont vachement intimes, vachement personnelles, vachement profondes. Et en fait, finalement, bah, tu peux pas. Enfin, moi, je trouve que tu peux pas te permettre de dire, eh oh, ça y est, je rentre dans ton intimité. Moi, je suis meilleur que toi. On va s'en sortir ensemble. Non. Et alors, bah, je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que en fait, ce cadre que propose la profession du coaching, il est hyper important, alors qu'il soit encadré par une fédération comme ICF, mais il y en a d'autres, hein, il y a le MCC, il y a plein de fédérations qui viennent, si tu veux, cadrer, réglementer, qui proposent un code de déontologie à respecter. Dans ce cadre, il y a ce qu'est le coaching, ce que ce n'est pas. Le coaching, c'est pas du conseil, c'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire, comment le faire, ou qui va venir juger ta façon de. Le Ok. coaching, si je devais le résumer de manière très simple, c'est une forme, tu accompagnes quelqu'un, c'est même pas, on n'est même pas dans l'aide, Ouais, bien sûr. t'es en posture basse en tant que coach. Ok. C'est-à-dire que tu es d'égal à égal, voire même en dessous de la personne que tu accompagnes. D'accord. Et donc, c'est pas de la thérapie, c'est pas des patients qu'on a, on soigne pas des traumas. On parle de clients, on est bien sur de la clientèle. Ces clients, tu les accompagnes à faire eux-mêmes un cheminement interne pour aller trouver leurs propres ressources pour atteindre leurs objectifs. Si tu veux, le coaching est orienté objectif. Sa différence avec une psychothérapie, même s'il peut y avoir, si tu veux, des outils de psy dans le coaching, ils sont pas du tout utilisés de la même manière. Donc, Bien sûr. on soigne pas des traumas, on n'est pas là pour soigner, on n'est pas là pour faire appel, tu vois, aux traumas d'enfance, aux blessures du passé. Ouais, tout à Le fait. coaching s'ancre vraiment depuis le présent vers le futur. C'est-à-dire que on accueille un client avec un état présent et on le fait cheminer, on chemine avec lui plutôt vers son état désiré, vers l'atteinte d'un objectif professionnel, personnel. Par exemple, ça peut être un type qui dit, ben voilà, j'aimerais moi perdre du poids, j'y arrive pas parce que finalement, à chaque fois, je grignote, je peux pas m'en empêcher. Et Ouais. là où le coaching professionnel peut accompagner un coach sportif à faire son boulot ou un nutritionniste, ben, sur toute la partie un peu état d'esprit. Exactement, merci. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu grignotes? Ouais. Pourquoi tu craques? En gros. Et c'est ça. Et donc, en gros, le principe du coaching, c'est poser des questions. Donc, parfois, ça met dans l'inconfort, mais tu viens en facilitateur, si tu veux, du processus interne de l'autre. Hmm. Donc, tu viens poser des questions, challenger et l'accompagner à sa propre réflexion, tu vois? Ouais, je comprends totalement et je pense que les gens qui nous regardent comprennent très bien ce que je dis aussi parce que c'est assez clair. Finalement, tu accompagnes un changement d'état d'esprit parce qu'on peut le faire tout seul. Moi, c'est un peu finalement ce que je partage sur cette chaîne YouTube, c'est que chacun doit tester ses propres expériences. Ça va être là aussi le moment où moi je partage mon expérience un peu finalement indirectement. C'est que dans ma vie, j'ai déjà vu une psy. À un moment donné dans ma vie, c'était compliqué. J'avais 21 ans, j'avais besoin de travailler sur des choses du passé, etc., etc. Et je pense que chaque personne avec un vécu à peu près normal a besoin d'aller voir à un moment donné un psychologue ou une psychologue. Je pense que c'est ultra nécessaire. Mais ça, donc j'ai fait ça quand j'étais plus jeune et puis j'ai avancé sur mes traumas, mes machins, tout ça. Et pour être totalement transparent avec les gens, il se trouve que tu me coaches dans mon activité entrepreneuriale. Et on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'estime aujourd'hui avoir un certain niveau de développement personnel, on va dire, parce que ça fait des années que je travaille sur moi. Je pense me connaître assez bien, connaître les complexités de mon fonctionnement, etc. Je m'intéresse aux émotions, je m'intéresse à l'organisation, je m'intéresse à, justement, tu parlais du poids, etc. Parce que pour moi, un corps sain dans un esprit sain, c'est totalement vrai. Et en fait, malgré tout, tu arrives à me challenger et à me faire sortir de ma zone de confort. Et pas du tout avec la même posture qu'un psychologue, qui était dans une posture d'écoute et beaucoup moins de relance. Toi, tu es là, tu relances inlassablement, inlassablement. Oui, mais est-ce que tu crois, est-ce que tu es sûr, nani, nana? Je me crois à la fac en sciences humaines avec une déconstruction permanente. Mais je kiffais ça. Mais en l'occurrence, cette déconstruction-là, bah, je sais que tous les coachs n'utilisent pas d'ailleurs cette manière de faire là, voilà, puisque en fait, le point commun du coaching, et tu me dis si je me trompe, mais c'est le cadre déontologique, en l'occurrence, et dans la posture de l'accompagnement. Et après, vous avez toutes et tous des méthodes différentes. Il y en a qui vont utiliser la PNL, d'autres qui vont utiliser d'autres choses. Et en l'occurrence, bah, toi, tu me relances inlassablement, tu me fais déconstruire mes vérités, et c'est trop bien parce que ça me permet de progresser, de cheminer. Alors, ça prend un peu de temps. On n'a pas besoin forcément de redéfinir des objectifs par rapport à mon stade d'avancement à moi, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que toi, ton métier, ta profession, ta personnalité te permet de t'adapter à tous les niveaux de questionnement sur soi. De la personne qui ne l'a quasiment jamais fait parce que jusqu'à présent c'était comme ça et que tout fonctionnait bien,
jusqu'à la personne qui l'a déjà fait 10, 15, 20, 25 fois, quoi. Et c'est ça Mhm. que je trouve super fort dans ton métier, c'est que tu es capable d'accompagner absolument tout le monde. Mais parce que en fait, le coach n'est pas un expert métier. Ouais, Le coaching considère que c'est un expert le humain. client est expert de lui-même. Ouais, Et tout à à fait. partir de là, moi, je vais pas intervenir. En fait, ce serait faire de la projection que de projeter des solutions, dire, bah tiens, c'est simple, tu devrais faire comme ça, parce que moi, j'ai fait comme ça marche pour moi, tu vois. Non, mais ça Mais marche pas, non, parce que chacun est unique et chacun a des processus internes qui sont totalement uniques. bien Et en sûr. fait, l'idée, c'est de trouver soi-même sa propre réponse avec laquelle tu es aligné, qui te convient et qui va faire en sorte que tu atteignes ton objectif avec sérénité, avec, enfin, peu importe ce qu'il y a dans chaque objectif est différent, chacun est différent. Et en fait, moi, mes capacités d'accompagnement, si tu veux, donc comme tu le disais, il y a des outils, mais en fait, c'est surtout de l'écoute, c'est essayer de comprendre l'autre pour l'accompagner au mieux, et c'est le questionner, le challenger dans ses réponses, et tu as un peu cet effet miroir. En gros, l'autre va te montrer des choses, Ouais, et en gros, en tant que coach, tu lui remontres ce qui te montre. Ok, tu tout viens à de me fait. dire ça, mais pourquoi tu me dis ça? Et en fait, ça te permet de te voir toi-même dans un processus et de prendre conscience de certaines choses. Mais en fait, c'est vrai, pourquoi j'ai dit ça et pourquoi je fais un lien entre ça et ça? Et oui, en effet, je te dis ça, mais en fait, là, je me contredis en disant ça. C'est ce qui permet d'avoir justement ces prises de conscience. Et ces prises de conscience, eh ben, elles sont essentielles à passer les blocages finalement. Exactement, et ça te fait gagner aussi beaucoup de temps. Et c'est là où des fois, moi, je vois des personnes autour de moi qui n'ont pas envie d'investir dans des professionnels de l'accompagnement, tels qu'ils soient, mais que ce soit encore une fois pour des pros ou même pour des individus, pour des particuliers. Ne pas investir sur soi, c'est perdre du temps. Alors je sais, c'est de l'argent, je sais, tout le monde va venir vous prospecter pour X, pour Y, pour Z raison, et ça, enfin, on en a conscience, même nous tous les deux dans nos activités professionnelles. Mais pensez pas à qui vient vous prospecter, vous allez chercher des gens qui vont pouvoir vous aider. Et en l'occurrence, un coach professionnel, dans ton cas à toi, pour des projets entrepreneuriaux, mais tu peux aussi être salarié et aller voir un coach professionnel. Enfin, je pense que Pierre, tu Bien confirmeras sûr. ça. Ça Ouais. peut t'aider à aller loin. Et si aujourd'hui, moi, j'ai souhaité inviter Pierre sur YouTube, c'est parce que la vie professionnelle, c'est la majorité de notre temps. Si on enlève le sommeil, de notre temps éveillé, entre guillemets. Enfin, la semaine, moi, je suis désolé, je passe plus de temps à taffer sur mes projets qu'avec mes potes. Largement. Je pense que c'est pas du tout comparable même. Et donc, si tu t'épanouis pas là-dedans et que tu débloques pas tes choses et que tu t'enlèves pas de l'anxiété et que tu transformes pas positivement les choses, tu vis des mauvaises expériences, tu as de la rancœur, tu as de la haine qui s'accumule parce qu'on en est tous comme ça, on est des humains, on a des émotions. Il y a de la frustration et à un moment donné, tu exploses. Et le jour où tu exploses, la plupart du temps, c'est trop tard. Donc, moi, je trouve que ce que toi t'apportes, et j'en avais pas conscience avant de te connaître, c'est une aide extérieure et il faut avoir le courage de se dire oui, j'ai besoin de me faire accompagner parce que je suis pas le ou la meilleure. Je peux être très expert sans être le ou la meilleure. Et je pense qu'une fois qu'on a cette humilité-là et qu'on se dit ok, je me fais accompagner, bah franchement, on avance de fou. Bah, écoute, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu parles d'humilité, mais il n'y a pas que ça. Ça y ressemble en tout cas, mais je comprends cette démarche de ne pas vouloir y aller, de se dire que c'est pas pour soi et de penser qu'on n'en a pas besoin, parce que clairement, enfin, et puis il y a des gens qui n'en ont pas besoin et puis c'est très bien, hein, c'est pas non plus pour tout le monde le coaching. Mais moi, j'étais typique le mauvais exemple, c'est-à-dire qu'avant de suivre ma formation, j'étais sûr de moi. Je n'avais pas besoin ni d'un coach ni d'un psy pour me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. Mais bon, j'étais bien ancré dans mes mécanismes et j'en avais pas spécialement conscience. Est-ce que ça me posait des réels problèmes? Ben oui et non, mais au bout de quelques années, à chaque fois, je me sentais en décalage entre ce que je fais, qui je suis, qui je veux être, et je reportais toujours finalement quelque part. Ben moi, j'imaginais un idéal de moi-même, Ouais. et finalement, j'y allais jamais. J'y allais jamais parce que c'était inconfortable ou parce que je me disais bah, c'est en décalage avec ce que je vis maintenant. Ce que je vis maintenant, eh ben, tu es à fond dans ton projet entrepreneurial, tu prends pas soin de toi et tu te dis ben, je prendrai soin de moi quand ça marchera, quand j'aurai un chiffre d'affaires assez conséquent, quand je marcherai, j'aurai des sous, beaucoup de temps libre et à ce moment-là, je pourrai prendre soin de moi. Et en fait, tu reportes ton bien-être et tu peux t'oublier dans ce processus. Moi, c'est un peu mon combat finalement aujourd'hui, hein, mon combat en tant que coach accompagnant et mon combat pour moi-même finalement. C'est ça, moi je veux plus de cette vie où je m'oublie dans un processus entrepreneurial. Je flirte avec le burn-out de mon propre projet. Je trouve qu'il n'y a Ouais. rien de pire. Tu te lances par soif de liberté, tu te lances par passion, tu te lances pour plein de super raisons dans l'entrepreneuriat et tu te retrouves la tête sous l'eau, au four et au moulin et tu te demandes même mais pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop dur, tu vois. C'est Et un parcours difficile. alors parce que en plus, c'est des situations de vie qui sont différentes. Enfin, je crois que tu n'as pas d'enfant. Tu me dis si je Non, me oui, trompe. oui, tout à fait. Mais le jour où tu as des enfants, c'est
c'est encore plus compliqué parce que tu as une fatigue logique qui s'installe, surtout quand les enfants sont en bas âge et puis tu as aussi d'autres inquiétudes, d'autres raisons de stresser, etc. Le jour où tu partages ta vie avec quelqu'un, toi, tu nous en as témoigné tout à l'heure, bah, si jamais tu n'arrives pas à trouver l'équilibre entre le pro et le perso, c'est compliqué, tu vois. Et c'est marrant parce que moi, je suis pas dans cette situation-là. Je suis célibataire depuis 3 ans. Aujourd'hui, je peux passer 70 heures sans que personne me dise rien. Mais j'ai aussi conscience que si demain, je suis avec une personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose, je vais devoir lever le pied. Et donc, ça veut dire être moins performant sur mon business. Et donc, accepter psychologiquement de me dire, je vais avoir de moins bons résultats. Et ça, c'est ou m'organiser autrement aussi. Et dans ce cas-là, on fait appel à des coachs spécialisés en gestion temporelle. On fait un coucou à Dimitri, qui peuvent nous aider, qui peuvent aussi nous apporter à faire les choses différemment. Il y a des moyens de gagner du temps dans sa vie, il y a des moyens d'être plus efficace dans l'entrepreneuriat en mettant en place des routines, des habitudes, de l'automatisation. Aujourd'hui, en 2024, il faut savoir aussi se servir de l'intelligence artificielle. Je m'en sers jamais sur cette chaîne YouTube parce que c'est contre mes valeurs par rapport à la chaîne, mais dans le monde pro, toi tu t'en sers, moi je m'en sers, et on est obligé aussi pour gagner du temps. Il faut avoir notion de ne pas s'oublier dans un équilibre de temps entre sa vie pro et sa vie personnelle. C'est ultra important parce que sinon tu exploses, tu finis en burn-out de ton propre projet. Et finalement, tu te retrouves à prendre un job en CDI ou en CDD ou en salarié en tout cas, où tu n'es pas épanoui, où tu t'alignes pas, mais où tu te dis mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi parce que je me suis brûlé. Et finalement, tu subis ta vie professionnelle jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est dommage. Surtout au Ouais, 21e ouais. siècle où on peut faire autrement. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord et on parle beaucoup de bien-être au travail dans les entreprises en général, hein, dans Ouais, l'univers corporate. On oublie de parler des indépendants ou des entrepreneurs, mais en fait, cette notion de bien-être au travail, elle est tout aussi essentielle. bien sûr. Comme tu dis, le travail, c'est un moment où on va passer un sacré bout de temps dans notre vie. Donc, s'il n'y a pas cet équilibre, alors que ce Ouais, soit du temps, hein, mais cet équilibre personnel, cet équilibre émotionnel, cet équilibre corporel, en fait, si tu veux, comment tu veux performer ou faire performer ta boîte, si en fait tu te fous des bâtons dans les roues et que tu t'écoutes pas et que au bout d'un moment tu es en surchauffe, ben, bien en sûr. tant qu'entrepreneur, t'as personne derrière toi, si tu veux, quand tu es en Non. surchauffe, pour prendre la main, tu vois, pour te dire, ok, c'est bon, vas-y, tranquille, je m'occupe de tout par un week-end. Donc Bah, si, en fait, c'est dès maintenant, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur ou même en tant qu'entrepreneur en plein parcours, expérimenter, exactement. ben, si tu veux prendre soin de soi, c'est aujourd'hui, c'est Mais pas demain. attends, ce que tu dis, c'est intéressant parce que la problématique des entrepreneurs et des solopreneurs, c'est la même que celle des cadres salariés. Une partie de mon entourage, des jeunes ingés, tu les balances dans la nature, ils font 70 heures par semaine, payés 35 et comme un technicien en plus, ils se font, enfin, tu te dis, ouais, je veux absolument gravir les échelons, gravir, on te fait croire que c'est la seule méthode d'y arriver, mais c'est exactement les mêmes problématiques. J'ai envie de rebondir là-dessus, c'est que justement, on parle beaucoup d'environnement toxique au travail, Ouais, de risques psychosociaux. Et en fait, en entrepreneuriat, souvent, c'est soi-même, on se crée cet environnement toxique. On bien se sûr, crée des facteurs de risques psychosociaux beaucoup plus élevés que dans le monde salarial, si tu veux. tout à Parce fait. que on est à la course à la performance et pour soi-même, en fait, on est soi-même, on n'a plus de limites. Mais donc, aussi bien dans les bonnes choses que dans les mauvaises choses. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est ça. Oui, oui, absolument. En tout cas, moi, je pense qu'on comprend bien les apports de ton accompagnement, la mission. Tu transformes finalement des parcours entrepreneuriaux, t'aides des humains à ne pas se brûler, t'aides des humains à rester équilibrés dans leur tête, dans leur esprit par rapport à leur projet. Et en fait, c'est une mission qui est vachement noble et j'encourage toute personne qui a pas envie de se cramer dans sa vie pro à faire appel à des gens comme Pierre. Moi, ce Ouais, que j'ai ouais. envie de dire aux gens, pardon, c'est quand on prend un coach, prenez le temps de bien choisir. Faut une connexion humaine, faut un lien de confiance. Et moi, pour le coup, quand avec Pierre, on s'est mis d'accord pour qu'il me coach quelque temps, c'est parce qu'il y a un lien de confiance et un lien humain qui existe entre nous. Et je pense que depuis le temps qu'on parle, tout le monde voit que voilà, qu'on s'entend très bien. Mais s'il n'y a pas ça, s'il y a un ressenti froid ou quoi, ne vous engagez surtout pas dans un parcours. Vous allez être déçu. Faites attention à ce feeling humain. Écoutez votre intelligence émotionnelle, celle qui vous dit OK, c'est bon, c'est safe, ou non, je le sens pas, je vais voir autre chose. Parce qu'on a tous des ressentis différents et on est tous différents. Et je pense qu'il faut surtout pas se forcer à dire non, c'est le coach le plus près de chez moi, ou c'est le premier qui m'a abordé, ou c'est le premier que j'ai trouvé, je vais pas chercher. Non, c'est important, là, on parle de votre destin, hein. Donc à un moment donné, enfin Pierre, je pense que tu confirmes. Je confirme et quelques petites choses pour s'assurer que c'est Ouais, un coach, un ah bon oui, c'est coach, un vrai intéressant. Ouais. coach. De toute façon, hein, c'est clairement, comme tu dis, c'est avant tout une histoire de feeling. Il faut qu'il y ait un feeling qui passe. Si tu le sens pas, tu vas pas le voir. C'est quelqu'un qui va rentrer en profondeur avec toi, qui va aller voir les émotions. Alors, il est peut-être pas mal intentionné ou malveillant,
mais tout simplement, il peut faire des conneries s'il n'est pas bien formé. Il faut s'assurer que le coach, est-ce qu'il respecte un code de déontologie? Ouais. Est-ce qu'il fait partie d'une fédération de coaching? Est-ce qu'il se fait superviser ou est-ce qu'il participe à des intervisions avec d'autres coachs? Donc c'est un peu comme les psys, hein. Moi j'aime bien les fédérations parce qu'elles te garantissent un peu ça. Pour Mm. s'inscrire, il faut que tu signes un code de déontologie et tu dois donner des retours tous les 2 ans. Tu dois prouver que tu te fais superviser. Et moi aussi, je dois faire mon choix, si tu veux. C'est ce même choix. C'est à quel superviseur je fais appel. Ah, bien sûr, ouais, je comprends. C'est pas des choix qui sont évidents. C'est aussi une question de matching, etc. Et j'ai Ouais, pas envie de remettre ce que je vis en coaching entre les mains de n'importe qui non plus. Ouais, parce que Et pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, les coachs ont eux-mêmes des coachs pour les aider à coacher. En fait, enfin, c'est un superviseur, c'est une espèce de big manager individuel, si on peut dire ça comme ça, enfin, qui va vérifier que tu respectes bien le code de déontologie et qui va vérifier que tu fais bien ton travail de manière bien intentionnée. Parce que les coachs, comme les psys hein, d'ailleurs, hein, au passage, utilisent des techniques qui pourraient très bien manipuler les gens mal intentionnés. Et c'est pour ça qu'on parle de feeling, de certification, de recommandation ou quoi que ce soit. Et si moi, demain, je me dis, vas-y, je suis coach, et puis en plus, je fais un peu de PNL, donc t'inquiète, je vais t'aider, mais qu'en fait, mon seul but, c'est d'être mal te vendre un intentionné. produit. Non, mais tu vois ce que enfin, tu comprends ce Ouais, que je veux ouais, dire. Et bien c'est pour sûr. ça qu'il faut faire très attention aux personnes à qui vous faites confiance sur ces choses-là. Il faut aller vers l'avant, il faut pas tout voir en noir. Il y a des gens qui sont très bien, etc., comme Pierre, par exemple, mais il faut savoir faire le bon choix qui correspond à son ressenti. Ouais, absolument, absolument. Merci du compliment au passage. Quelque chose d'autre qui est important, c'est que le coaching va toujours pousser le client à l'autonomie. En Ouais, gros, on va pas rendre dépendant nos clients. Il y a quelque chose de cadré, ça peut être c'est une vrai. dizaine de séances, ça peut être 15 séances, ça peut être un parcours sur quelques mois. En tout cas, le client est toujours libre, normalement, si le coach respecte un code de déontologie, libre d'arrêter le coaching. Le client reste maître de ce qui se passe dans les séances de coaching. S'il veut pas aller creuser dans un sujet, il y va pas. Ben Ouais. voilà, ça reste un processus totalement volontaire et vraiment qui vise à l'autonomie complète du client. Normalement, un client qui a suivi un coaching, il n'a pas besoin de se refaire coacher tous les 6 mois. S'il a des barrières, s'il a appris à passer ces barrières, les suivantes, il peut les passer tout seul. Et je confirme que c'est totalement vrai pour vivre la chose. Pierre, est-ce que on parle pour des personnes qui sont privilégiées, pour des gens qui ont beaucoup d'argent, est-ce que ça coûte cher de se faire coacher? Est-ce qu'il y a des entreprises qui prennent en charge le coaching pour les salariés? Parce que enfin, c'est un sujet aussi, mine de rien. Ouais, ouais, bah écoute, il y a plein de types de coaching. C'est difficile de faire une moyenne. Une séance de coaching, ça peut aller de 50 euros, si tu veux, de ta séance de coaching de vie, à 600 euros la séance, voire plus, pour des coachs de PDG. Et tout dépend, en fait, Ouais, de l'expérience oui, du c'est vrai. coach, de comment ils se vendent, tu vois. Oui, bah, Donc, non, parce que tu vois, entre 50 et 1000, ouais, pour l'heure de ouais. coaching, si tu veux, t'as tous les panels, tu vois de tout. Non, mais puis, alors là, c'est intéressant parce que juste, je fais une digression, mais cette notion tarifaire, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense savoir plutôt juste sur ce que je veux dire. Ici, c'est vrai qu'on parle en bon franco-français ou en bon européano-européen. En pensant à nos amis qui sont outre-Atlantique, aux États-Unis et au Canada, le coaching a quelques années d'avance sur notre Ah vieux ouais, clairement. continent. Donc, on va pas forcément être sur les mêmes prix, pas sur les mêmes cadres, pas sur les mêmes prérogatives. Je sais qu'il y a une partie de mon audience qui nous regarde depuis le Québec, enfin depuis le Canada, en tout cas, c'est 2% de la chaîne. Ici, c'est un regard français et peut-être que ça peut être intéressant de regarder aussi un regard québécois ou canadien au sens large parce que ça sera pas exactement la même chose. En tout cas, disons un tarif normal, courant, pour du coaching personnel Ouais, euh, sur des thématiques pro, donc un coaching ouais, professionnel. Si c'est pas pris en charge par une entreprise, ça va varier entre 100 et 200 euros la séance. Sachant ok. qu'une séance, c'est pas forcément 1 heure, hein, c'est entre Oui, 45 oui. minutes, 1 heure. Il y en a qui prennent 2 heures pour coacher. Voilà, mais on va être plutôt dans cette fourchette-là. Et si on veut venir te voir toi, combien ça coûte? Alors moi, je fais des formules, je prends toujours à la séance. Je suis à 150 euros la séance. Je te dis, du coup, c'est entre les deux, entre ce que je t'ai Ok, dit. au moins c'est simple. Et sinon, j'ai des formules parce que moi, je mélange en fait. Je suis pas que coach. Je suis aussi entrepreneur avant d'être coach. Bah, bien Et sûr. je coach les entrepreneurs, donc j'ai aussi une casquette de mentor. Et je pose un cadre. Quand je coach, je coach. Quand je fais du mentorat, je fais du mentorat. Je mélange pas Bien mes sûr, bien papiers. sûr. Et du coup, je propose des programmes pour faciliter une démarche entrepreneuriale, une Ouais. prise de décision. Et en fonction des besoins finalement de la personne qui vient me voir, ça va durer. Ben, on va faire des programmes accélérés sur un mois, sur 6 mois, ou alors on va faire des séances de groupe. Enfin, tu vois. Ok. Et donc, forcément, ça va être des prix différents selon les packages. Ok. Bon, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on va mettre le lien directement
dans la description. Comme ça, les gens pourront aller voir. Et puis, je vais mettre aussi tes coordonnées, LinkedIn, Instagram, autre chose peut-être que j'oublie. Ouais, c'est déjà bien LinkedIn, Insta, j'ai Facebook aussi, mais oui. Ah bah Facebook, ouais, si jamais, non, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de mon audience aussi qui regarde, qui est susceptible d'avoir Facebook. Donc en fait, ce que je retiens, c'est que c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement, moi, pour avoir vécu en tant que coaché et pour vivre un peu en tant que coaché, puisque j'ai ma future séance de coaching demain matin. Franchement, je trouve que c'est un bon investissement. Pour être tout à fait franc, j'étais pas convaincu au départ. Je suis un homme qui est difficile à convaincre quand il faut faire appel à des prestataires. J'aime bien tout faire moi-même. Tout est un peu artisanal, y compris la prise de son au début de ce rendez-vous, comme vous avez pu le voir. Mais pour le coup, en fait, faire appel à un coach qui a suivi une certification, un programme, qui s'est posé un cadre, qui a une approche éthique aussi, bah, quelque part, en fait, on s'ouvre et ça fait du bien. Et moi, il y a des points sur lesquels je bloquais depuis plusieurs mois, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, ou dans le lien entre les deux, parce qu'il y a toujours un lien entre le pro et le perso, bien, même si on n'a pas envie d'en fixer un. Moi, je me rends compte que, voilà, franchement, de me faire coacher par Pierre aujourd'hui, c'est un vrai plus pour moi, c'est une vraie plus-value. Et je recommande vraiment à tout le monde de passer par cette étape-là, au moins tester une séance. Parce que la plupart du temps, la première séance ne sera pas forcément facturée. Et ou ça peut être une séance de groupe ou quoi. D'ailleurs, je crois que Pierre, tu proposes enfin, tu sondes un peu les gens pour savoir quelles sont leurs attentes quelque part. Je mettrai le lien du formulaire si ça te convient aussi Ah dans la ouais, si tu description veux. de cette vidéo. Et en échange, je t'offre une coaching de groupe complètement gratuit, sans engagement. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de début et de fin obligatoire. Enfin, il n'y a pas une suite qui est obligatoire. À la fin de la séance, vous aurez déjà des réponses à vos questions. Ça ne sera pas une séance de groupe avec derrière, c'est pas un webinaire X ou Y ou hello les gars, on va vous vendre un truc de plus. Non, non, c'est pas ça. C'est du vrai coaching de groupe. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, pour découvrir ça, c'est gratuit. Faut oser. Franchement, faut oser. La plupart du temps, si les gens n'arrivent pas à transformer leur vie, qu'elle soit perso ou pro, c'est parce qu'ils n'osent pas le changement. Faut pas avoir peur du changement. Là, tu prêches un convaincu, hein, le changement, ça fait partie intégrante de ma vie. Oh bah oui, oui, et puis je pense que les gens l'auront bien compris. Et voilà, il nous reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, moi je trouve que c'est très intéressant, Pierre, que tu aies pu partager ton parcours et que tu aies pu. J'espère que les gens qui nous regardent seront convaincus par celle-ci. T'es une personne de grande qualité d'un point de vue humain. Je discute et rencontre d'autres coachs assez régulièrement dans le cadre de mon activité professionnelle qui est celle de consultant, et je peux confirmer que t'es pas le seul à être bien. Désolé, tu as aussi des concurrents qui sont bien, Pierre. Mais Ouais, il y en a plein. mais en C'est ça qui est l'occurrence, chouette. donc en l'occurrence, voilà, parce qu'il y a aussi parfois une histoire de genre, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par des coachs féminins aussi, ça peut arriver des fois, juste dans la mise en confiance. Envoyez-moi un message sur Instagram et je vous enverrai des contacts avec grand plaisir de personnes certifiées. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un mot, avant de conclure cet échange? Non, merci, merci de m'avoir donné la parole et merci de m'avoir prêté ton oreille. C'était très agréable d'être reçu par toi, très naturel comme échange, j'ai beaucoup aimé. Si j'ai un truc à rajouter par rapport à ce que tu disais, moi je propose de toute façon un atelier collectif gratuit et une séance individuelle gratuite, qui sont des vraies séances, qui sont pas des appels de vente, Je qui confirme. sont pas là. En fait, je vais pas forcer à la vente. Le coaching, tu viens si tu en as besoin. Et c'est pas moi qui vais te convaincre que tu as besoin de mon service. C'est C'est toi vrai. qui vas le savoir ou pas, et c'est OK en fait. Et aller vers des coachs qui proposent ça aussi. Tester. C'est le meilleur moyen de savoir si c'est pour vous le coaching, parce que ça peut ne pas être pour vous et c'est totalement OK. Faut tester. Faut tester, aller voir des coachs, poser-leur des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation? Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'ils respectent une déontologie? Est-ce qu'ils se font superviser? Je remets une petite couche là-dessus. Mais voilà, c'est pas des psys, c'est pas des consultants, c'est des coachs, c'est un métier cadré. Et ça peut vous aider si jamais c'est le bon canal pour vous. Eh ben, je pense que tu auras convaincu beaucoup de monde. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, pour ton témoignage, pour ton temps. C'est un entretien qui aurait été complet et exhaustif, même si on pourrait toujours ajouter des informations. Mais je te remercie beaucoup finalement, d'avoir partagé ton parcours, ton activité. Et puis, écoute, le plaisir est donc totalement partagé. Et puis voilà, pour les personnes qui me connaissent pas encore, je m'appelle Pierre, j'ai créé le média En Forme. Ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les réflexions pour améliorer sa vie au quotidien. Donc, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner juste ici et activer la cloche des notifications. Si tu as apprécié cet échange et que tu nous as apporté un maximum d'encouragement, le pouce qui va bien. Et puis, moi, j'ai plus qu'à dire à bientôt et merci à Pierre. Ciao, Pierre. Merci, salut.